Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropoix. Nous sommes avec le camarade, le citoyen, Lalo Rudo, du collectif citoyen aussi, Souverain Uni, SU, joignable par Telegram. On a mis le lien en dessous. De Paris, de Ménilmontant, et donc pour des raisons évidentes, il y a l'air de discrétion et de sécurité, le collègue porte la cagoule. Voilà. Bonjour citoyen. Bonjour, cher intervieweur. Alors, votre collectif, beaucoup de collègues ont compris le système, enfin la baisse du système et essayent de se retrouver en collectif local. Toi, tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Souverain et Oui, Uni sur Paris, Ménilmontant. oui, D'accord. Et donc c'est du très local, mais vous n'êtes pas seulement là, vous êtes partout en fait. on Euh, essaye. Il y a la Haute-Vienne, il y a toute l'Île-de-France, il y a le 91, 95, il y a la Normandie aussi, il y a les Hauts-de-France. Enfin bref, on a donné le lien, donc voilà. On est un petit peu dans les réseaux Réinfo Covid, RSA, tout ça. Enfin, c'est la même chose, c'est du lien réel avec des vraies personnes en se basant sur Telegram. Ok. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de vous, comment vous fonctionnez, quel est votre but? Et êtes-vous pacifique et bienveillant? Parce que tu as quand même une cagoule, donc... Oui, bon, chez Souverain Uni, surtout, on a la conscience, on a pris conscience de qu'il y a vraiment un nouvel ordre mondial qui veut s'installer. Donc c'est l'ennemi, et le nouvel ordre mondial va prendre plusieurs formes. Il y a les banques, il y a les laboratoires pharmaceutiques, il y a les gouvernements, principalement, mais il y a tout. Tout le système, même l'éducation, la culture, tout est dirigé à changer le paradigme qui régissait avant nos sociétés occidentales. Et personnellement, je pense surtout que c'est une attaque en règle contre le christianisme. Contre le christianisme, il faut comprendre que c'est les valeurs qui avaient collé vraiment Jésus-Christ. Ce n'est pas les valeurs de l'Église catholique. De Vatican II et des Même cardinaux... pas, même pas. C'est-à-dire l'Église ne devrait même pas exister. Quand on fait attention, quand on lit les évangiles, quand on s'intéresse vraiment à la vie de Jésus-Christ, jamais, à aucun moment, et ça je l'ai demandé récemment parce que j'y vais régulièrement à l'église, et ma culture en Amérique latine, on est catholique par défaut, et donc on est élevé dans la culture catholique. Vous voyez, j'ai un accent très fort, je viens de l'Amérique latine. Et donc on est élevé dans ces valeurs-là. Par défaut, la vie en Amérique latine est rythmée par les sacrements de l'Église catholique, c'est-à-dire les mariages, les baptêmes, la confirmation, même la mort. Hein, tout est... Et ici, j'ai pris conscience qu'on est vraiment dans le berceau de l'Église. Mais cette Église-là, en réalité, jamais Jésus a expliqué qu'il devait être comme ça. Jésus-Christ a surtout véhiculé des valeurs de souveraineté. C'est pour ça que chez Souverain Uni, c'est intéressant parce que finalement, Jésus, dans son époque, il est resté souverain vis-à-vis d'un plus de grands empires qui existait, c'est l'Empire romain. Et quand on étudie de près, que c'est mon cas, l'histoire, on se rend compte que s'il y a un héritier de l'Empire romain, c'est justement le Vatican. Et même le mot pontife, c'était aussi un mot qui était utilisé par les empereurs romains. Donc depuis cette époque-là, l'idée c'est de contrôler la population. Et en ce moment, on se rend compte que la démocratie occidentale, qui était l'idéal du monde, c'était totalement une illusion. Qu'en réalité, si vous voulez, je pourrais vous parler après. Depuis des décennies, depuis des centaines des années, nous sommes totalement programmés
pour avoir certaines croyances, pour soutenir un certain mode de société qui en ce moment révèle sa perversité totale à travers les soi-disant Covid et surtout à travers de soi-disant vaccins, que ce n'est pas un vaccin, c'est une injection d'une substance. Alors, il n'y a aucun médicament, mais il y a plein de choses incroyables qui changent vraiment notre système. On ne sait pas si on devient des OGM, des organismes génétiquement modifiés, mais en tout cas on devient quelque chose de différent. Et comme je vous parlais tout à l'heure, il y a la question culturelle. Je suis très inquiet pour ce mouvement LGBT qui se normalise. La dernière campagne, si vous avez vu la dernière campagne de Calvin Klein, montre un homme enceinte, donc on analyse de près. En réalité, l'homme, c'est une femme transformée, et la femme, c'est un homme transformé en femme. C'est-à-dire inverser totalement la nature. Et la nature, en réalité, il est transformé, c'est tellement parfait, la nature, qu'on tout le monde adore être à la campagne, regarder le coucher du soleil, etc. Mais par contre, on est dans la disposition de se transformer. Et donc, chez Souverain Uni, on prend petit à petit conscience de tout ça. Que la menace, c'est vraiment le nouvel ordre mondial où ils vont simplement soit nous éliminer, c'est la façon la plus simple, soit nous rendre esclaves. Et en fait, j'ai lu récemment qu'en réalité, ils vont éliminer toute la population, et je crois que c'est possible, toute la population d'Occident, c'est-à-dire la population d'Europe principalement. Et les vivants seulement des Asiatiques, parce que les Asiatiques, effectivement, viennent d'une culture où ils sont beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus habitués à obéir à un chef, et que ce n'était pas l'habitude ici. On est en France, les Gaulois étaient réputés à l'époque des Romains et des Grecs comme les plus grands rebelles de l'époque. En réalité, ce n'était pas des rebelles, c'était seulement des gens qui avaient un contact très profond avec la nature et surtout un contact très profond à travers de l'ingestion des plantes ou de la Pharmacopée traditionnelle. Et la pharmacopée traditionnelle, c'était les vins et beaucoup de cannabis et beaucoup d'opium. En Gaule. En Gaule. En Gaule, il y avait de l'opium. Oui. D'accord. En fait, les traces les plus anciennes d'opium se trouvent en France. Ah oui. Oui. Et tout ça, c'est pas inventé pour moi. Après, si vous voulez, on peut faire... Oui, ça serait intéressant de faire un autre live là-dessus. De comment on montre que les plus anciennes traces de fabrication, d'abord, de faire pousser les pavots opium. Les pavots opium n'existent pas dans la nature. Les pavots opium, c'est un cultivar. C'est quoi un cultivar? C'est-à-dire, c'est la sélection des plantes. C'est que nos paysans... Parle fort et... Ce que nos paysans faisaient depuis des années, ouais. C'est cultiver les plantes. Par exemple, une pomme dans la nature est de cette taille-là. Ouais. Et maintenant, on a des pommes de cette taille-là. Donc, vous voyez la différence. Pour obtenir ces pommes-là, de cette taille-là, à partir de là, nos paysans ont dû travailler beaucoup. Et pareil, nous, on a les coquelicots qu'on voit encore dans quelques routes, dans quelques coins de campagne. Les coquelicots sont petites fleurs avec quelques graines. Bon, à partir de là, ils sont obtenus. Donc, les coquelicots, c'est une petite fleur, une bulbe. Le pavot. Qu'on connaît, qui se cultive actuellement beaucoup en Afghanistan, etc. Il y a des recherches avérées d'archéologues qui ont trouvé que même Néandertal connaissait déjà les pavots. Ce qui en plus pose la question, est-ce que Néandertal, s'il travaillait déjà, comment ils ont réussi à sélectionner la plante? Mais bon, pour tout ça, on pourra faire un autre live parce que c'est très intéressant, des choses qu'on n'a pas entendues ailleurs. Mais la chose la plus intéressante, c'est que les Gaulois se nourrissaient de ça. C'était sa nourriture principale. Il y a énormément de travail archéologique. Ils ont trouvé des dépôts de vin entiers. Et il y a beaucoup de vin où à l'intérieur, il y a ou du pavot ou du cannabis. Et donc les Gaulois avaient la réputation chez les Grecs et chez les Romains d'être très indépendants, très souverains, parce qu'en réalité, ils étaient tout le temps en train de boire des substances qui les
propulsé à être comme ça. Donc, chez Souverain Uni, moi, ce que je cultive, c'est ça, ce que je cherche, c'est ça, c'est est-ce que les gens recouvrent sa souveraineté, parce que le système nous a rendu totalement dépendants. En ce moment, avec ce qui se passe, je me rends compte que la plupart des personnes attendent un sauveur. Ils pensent que Poutine va venir nous sauver, Trump va venir nous sauver. Non, ils n'ont aucun intérêt. Ils vont s'occuper de leur pays, Trump va s'occuper des États-Unis. Il n'y a pas d'homme providentiel. Poutine va s'occuper de la Russie. Bah, ici, les auditions de Mélenchon et Le Pen, je suis désolé, mais avec les élections, on a bien vu que tous les systèmes... C'est des acteurs de crise. Il est tellement bien ficelé le système, c'est un théâtre incroyable. Mais en réalité, eux-mêmes sont partis, chacun joue un rôle. Et même des gens comme Philippot, les gars qui travaillent dans une usine à Bordeaux, etc., tout le monde fait un rôle. Tout le monde gagne quelque chose en tenant un rôle politique. Et donc, chez Souverain-Uni, l'idée, c'est bon, bah, comment récupérer notre souveraineté et comment réussir à avoir des gens pour justement être unis. Mais c'est difficile parce que ça demande un réveil. Un réveil que déjà vous avez fait, les Gilets jaunes. Vous vous êtes rendu compte assez tôt de la menace que représentait Macron. Vous avez payé un prix lourd parce qu'il y a eu des mutilés, et pas que des mutilés, il y a des morts. 23 000 blessés aussi. Donc, répertoriés, en plus tous les gars qui ont perdu l'audition, etc., tous ceux qui n'ont pas été sauvés en fait par les street medics, mais les street medics ont 22 ou 23 000 en répertorié, 22 ou 23 000. Et donc tout ça c'était dirigé à faire de la peur, tout ça c'était pour dresser la population, pour bien les mettre au pas. C'est l'ingénierie sociale? C'est l'ingénierie sociale, on parle beaucoup de ça, mais pour moi je l'appelle plutôt de la propagande, parce que c'est le mot juste, c'est le mot qui a été utilisé par Edward Bernays, c'est-à-dire comment gérer la population à travers des émotions. Et même Bernays s'est inspiré d'un Français, Gustave Le Bon, son livre La psychologie des foules. C'est indispensable à lire pour comprendre ce qui passe. Mais c'est vrai que quand on lit la psychologie des foules, c'est difficile à comprendre. Par contre, si vous lisez Propagande d'Edward Bernays, là, lui, il est clair. Le bouquin qui s'appelle Propagande d'Edward Bernays. Qui, en plus, c'était le livre de chevet de Goebbels. Donc, ça vous donne une idée de qu'est-ce que c'est la question maintenant. Et ça m'amène à une autre réflexion. Il y a Harari, qui on est en train de connaître en ce moment le principal conseiller de Klaus Schwab. Klaus Schwab, qui en réalité, c'est le chef de Macron. Klaus Schwab, le fondateur et encore promoteur du Forum économique mondial. Donc il y a son conseiller principal, Harari, qui explique clairement, actuellement, ils ont la technologie pour réussir à contrôler la population de manière telle et que surtout les nazis, Hitler et Staline, n'avaient pas cette technologie-là. Et c'est pour ça qu'ils sont par aussi. Il le dit clairement, dans les interviews qui circulent par le net, partout. Il a dit très clairement, nous sommes déjà, la société occidentale devient totalitaire. Et donc effectivement, et quand on analyse l'histoire de près, les premiers dirigeants de l'Union européenne, les premiers dirigeants de l'ONU, tous sont des passés nazis. Et en réalité, l'idéologie nazie a gagné. Les États-Unis, effectivement, ont mis en place, et ça, pareil, c'est avéré, les papiers existent, les traces existent, sont officielles. Les États-Unis ont négocié avec les nazis pour récupérer des scientifiques. Les scientifiques ont fait possible la construction de la bombe atomique, parce que les nazis expérimentaient déjà. Donc il y a énormément de choses. Von Braun et Paperclip et tout ça. Les Russes ont fait exactement aussi la même chose. Ils ont récupéré le maximum de scientifiques nazis. L'affaire, c'est que... Et la corruption, finalement, parce que l'ennemi... La corruption, c'est la condition sine qua non du système. Si tu n'es pas corrompu, tu ne peux pas accéder au niveau du système. Et qu'est-ce que ça signifie d'être corrompu? C'est être sans foi ni loi. Et ça, je le connais très bien en Amérique latine, surtout au Mexique. Tu rentres au gouvernement et automatiquement, tu commences à piller le pays. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement en Europe.
tous les gouvernements sont en train de piller l'Europe pour leurs intérêts particuliers, hein, aucun autre. Et leur rêve, leur idée, c'est qu'ils vont réussir à travers l'injection principalement, mais aussi à travers la télé, à travers l'éducation, etc., à nous diriger et à nous conditionner totalement. Donc chez Souverain Uni, on est conscient de ça. Ben, la plupart des personnes, j'espère. En tout cas, je suis conscient de ça. J'ai essayé, effectivement, comme tu disais au départ, je suis allé voir chez Réinfo, chez RSA, chez Réaction 19. C'est des groupes intéressants, il y a même Solaris qui est en ce moment en train de grandir beaucoup. Mais ce que je trouve chez Souverain Uni, c'est qu'il y a une analyse politique. Une radicalité politique, on va sur les causes. Une analyse, parce que la radicalité, c'est difficile à attendre. La radicalité, ça vient du mot racine. Hein. Du latin radix, oui. Donc, il faut être capable de t'arracher de tes racines. Et beaucoup de gens, avec le conditionnement du système, sont super enracinés. Ils sont encore dans la torpeur et le stupor de ce qui se passe. Moi, j'ai eu la chance de venir d'un pays hyper corrompu, le Mexique. Hyper violent aussi. Hyper violent. Donc moi, j'ai pensé, quand je suis arrivé ici, qu'en réalité, le Mexique, c'était une anomalie du système. Maintenant, 20 ans après, et avec les recherches que j'ai pu faire, surtout dans les archives officielles de la France, non, le Mexique et l'Amérique latine en général, c'était des laboratoires. C'est là où des expériences de corruption de la population et des gouvernements ont été testées. Et donc maintenant, je me trouve dans la même situation. Et donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je ne peux pas retourner au Mexique parce que c'est pire que jamais. C'est officiellement 30 000 morts par an dus au crime organisé. Donc, sous mot 100 000 morts. J'ai des copains qui ont été réfugiés politiques ici, qui sont morts, ils ont été arrêtés, ils ont été torturés, décapités et brûlés pour essayer d'être en résistance. Et donc, je suis désolé, mais probablement c'est la même chose qui nous attend. Hein. D'où la cagoule et un minimum de protection. Voilà. J'aimerais bien être sans cagoule, mais bon, effectivement, qui me reconnaissent tout de suite pour quoi faire. Mais de toute façon, moi, je suis facilement reconnaissable. Et bon, au départ, effectivement, je pense que ça ne servait à rien, mais bon, j'ai vu combien survivre, j'ai des enfants, surtout si je me bats pour quelqu'un, parce que finalement, moi, j'ai vécu beaucoup de choses, mais bon, mes enfants ne sont pas vécus encore, ils ont le droit de grandir, ils ont le droit de faire leurs expériences, donc c'est pour eux principalement que je me bats. Et chez Souverain Uni, il y a quelques personnes qui commencent à se rendre compte que la situation devient très, très, très grave. Et surtout, c'est un message à passer, il n'y a pas de sauveur, on n'a pas un Charles de Gaulle, on n'a pas personne. Effectivement, de Gaulle me pose de plus en plus de questions. Comment il a réussi à faire qu'un pays qui était considéré nazi, parce que les États-Unis ne parlent pas de débarquement. Quand on lit les documents officiels de l'histoire aux États-Unis, en 1945, quand ils débarquent, ils parlent d'une invasion, parce qu'ils venaient à envahir un pays considéré comme nazi, Pétain, avec les accords. Et De Gaulle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il savait, qu'est-ce qu'il a négocié. Il a réussi à mettre la France dans les camps de vainqueurs, dans les camps de démocrates. Mais maintenant, la France est revenue dans un pays de fachos, où Macron est la tête, mais il n'est pas le seul. Hein. Alors la définition du fascisme, c'est quand l'État et les grandes corporations industrielles, financières, etc. font bloc. On est dedans les amis. Hein, voilà. Bon, eh ben, écoute, merci de cet échange. J'espère qu'il y aura d'autres lives sur d'autres sujets. Il faut avoir plein de lives d'autres sujets, mais surtout mon sujet de recherche, même professionnel, j'ai pu faire une thèse de doctorat là-dessus, c'est sur la question de la politique internationale des drogues. La seule chose que j'ai voulu dire répète. sur la politique internationale des drogues, les drogues qui sont contrôlées, ça fait 100 ans, c'est 3 plantes, c'est le pavot, la feuille de coca, et à l'époque ça s'appelait le champ indien, maintenant on les connaît comme... Bon, c'est très intéressant. Donc, pour finir, si un poignet de pays, 12 pays,
donc principalement les États-Unis, l'Angleterre et la Hollande, si ça vous dit quelque chose, ont poussé à contrôler 3 plantes, c'est pour permettre l'émergence des laboratoires pharmaceutiques. Et en ce moment-là, qui nous contrôle? C'est les laboratoires pharmaceutiques. Ça a commencé un siècle. Et c'est lié aussi au cartel et tout ce qui est narcos, etc. C'est le même arbre. Il y a 2 branches. Il y a d'un côté les drogues légales. Tout ce que vous trouvez dans les pharmacies, c'est les drogues légales. Et de l'autre côté, il y a les drogues illégales. Mais ces drogues illégales, avant, ce n'était pas illégal. Ils les ont jeté à l'illégalité parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient gagner plein d'argent s'ils contrôlaient tout ça à travers du crime organisé, donc les cartels. Mais qui est capable d'organiser les crimes? Seulement les États, les appareils d'État. Et qui contrôle les États? Ouais. Voilà, plein de questions intéressantes, les amis. On a mis le lien Telegram de leur groupe sur Ménilmontant. Force et honneur, on lâche rien. À vous.